Bonjour, bienvenue dans Bamrin Conseil. Aujourd'hui, nous allons parler d'enfants, nous allons parler de sexualité à l'adolescence nous sommes que des femmes, hein, avec mes invités. Donc, on s'était déjà rencontré, Sylvie Lévesque, puisque tu nous viens du Québec. Tout à fait. Merci d'être là. Comment s'est passé ce séminaire, puisque tu étais venu nous dire avec monsieur Rémi, que tu allais participer à un séminaire. Comment ça s'est passé? Extrêmement bien. C'est un séminaire extrêmement intéressant où des gens d'un peu partout sont venus partager leurs expériences qu'ils faisaient chez eux. Vraiment très, très intéressant. Chapeau à l'âme d'art pour avoir organisé tout ça. D'accord. Alors, on va faire un tour de table avec Sylvie Champrobert. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci d'être là. Donc, toi, tu nous viens de la Guadeloupe. Guadeloupe. Voilà, donc j'ai assisté à ce séminaire également en tant que représentant de la Direction Jeunesse et Sport et Cohésion sociale de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, merci. Hélène Migerel, merci d'être là aussi. Donc Hélène, tu es docteur en sciences humaines, psychanalyste, et on s'est rencontrés aussi lors de ce séminaire. Et merci à toutes les trois de participer à cette émission pour informer les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, les Belges, les Luxembourgeois, le monde, puisque nous sommes aussi sur Internet. Et les Guadeloupéens ne pourront pas téléphoner aujourd'hui parce qu'ils aiment beaucoup cette émission, parce qu'on ne prend pas d'appel. Hélène, merci d'être là. Donc, comment tu as vécu ce séminaire? Ce séminaire, pour moi, est un rendez-vous incontournable du mois de mars. Il est marqué sur mon agenda d'une année à l'autre. C'est-à-dire que c'était la 6e année de ce séminaire. Oui. J'y ai participé au minimum au moins 14 fois. Donc pour moi, c'est un rendez-vous incontournable. Étant anthropologue, c'est-à-dire que je fais de la recherche sur tous les pans de la société. D'accord. Alors, je crois que le plus beau pan, c'est l'enfance, l'adolescence. Et bien souvent, ça ne se passe pas trop bien, apparemment, quand il y a des grossesses précoces, puisque c'était le thème de ce séminaire de l'école des parents, grossesse précoce. Et souvent, quand on parle d'un thème, moi, ce week-end, j'ai des gens qui m'ont dit, dans ma classe, j'ai 2 élèves en 6e enceinte. J'ai l'impression que dès qu'on parle de quelque chose, tout de suite, on se dit, tu sais, qu'on s'est rencontrés, je disais, il n'y en a pas tant que ça. C'est ce que je me disais, je dis, mais il n'y en a pas tant que ça. Et là, j'ai découvert qu'il y en a quand même beaucoup. Et en 6e, c'est tout quand même. La 6e, c'est 12 ans, 13 ans. Deux dans une classe. C'est assez rare à l'âge de 13 ans. J'ai assisté à l'accouchement d'une petite de 13 ans. Elle avait le pouce dans la bouche et elle poussait sans un rictus et sans un cri. 13 ans. Donc, mais c'est assez rare. La grossesse à l'adolescence commence à partir de 14 ans et demi, 15 ans, en Guadeloupe et en Martinique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes interpellés, non seulement les parents d'abord, sont interpellés par ce phénomène, qui n'est pas un phénomène nouveau. Ah, j'aime bien ça. Qui n'est pas un phénomène nouveau, mais qui est regardé de façon différente parce que la modernité a induit des changements dans les regards d'une société. Avant, du temps de nos grands-mères, on accouchait très tôt. C'est pas si vieux du temps de nos grands-mères. C'était les années... pas si vieux que ça. On va dire quoi, 30? Voilà, on accouchait très tôt et les femmes devaient avoir leur poule d'enfants finie 21, 22 ans. Donc ça commençait à 16, 17 ans et les femmes faisaient un enfant par an puisque la contraception n'était pas encore rentrée dans les mœurs. Donc on regardait ces femmes qui étaient des jeunes femmes qui étaient enceintes sans les stigmatiser. Aujourd'hui, avec l'avènement, je dirais, de la femme, et puis ce nouveau modèle au féminin, son combat aussi pour son émancipation et pour son implantation dans la société qui était une société masculine, qui était très masculine encore, qu'elle l'est encore aujourd'hui, mais elle l'est un peu moins. Donc, les femmes travaillant, les femmes faisant des études, l'âge de la maternité a reculé. Aujourd'hui, les femmes se marient de plus en plus tard et on arrive même à faire des enfants au-delà de 40 ans. Oui, chez nous, on se regarde bizarrement. Voilà. 40 ans, tu fais un enfant? Alors qu'avant,
on stigmatisait les femmes qui, la quarantaine passée, étaient enceintes. C'est-à-dire que tout simplement, à partir du moment où on approchait l'âge de la ménopause, on devait gagner en sagesse et en infécondité. Donc, voilà un changement de regard à quelques années près, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose qui nous interpelle, la grossesse à l'adolescence, parce que les filles vont encore à l'école, parce que la femme a beaucoup plus de diplômes que l'homme, on ne le dit pas assez, dans les populations martiniquaises et guadeloupéennes, ce sont elles qui sont les plus diplômées et ce sont elles effectivement qui portent les enfants. Peut-être que ça va changer, parce qu'avec la science, c'est tout jamais, mais pour le moment, ce sont elles qui portent les enfants. On a tendance à stigmatiser ces jeunes femmes sans comprendre les causes de ces grossesses à l'avortement. On se dit, mais elles sont bien intégrées, elles sont à l'école, elles sont dans une famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, chacun y va de son explication qui est souvent erronée. Erroné, parce que le regard de l'autre, ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'il faut des chiffres, il faut une compréhension, il faut un autre regard, un regard de scientificité sur ce phénomène pour le comprendre. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que tu veux rebondir, Sylvie, par rapport à ce qui s'est dit? Chez toi, c'était un peu comme ça? La société a évolué un peu comme ça chez toi? Tout à fait. Nous aussi, je veux dire, dans le Québec des années 1930, c'était exactement la même chose. Les femmes se mariaient tôt, donc c'était vraiment, la religion était importante. Les femmes se mariaient tôt, avaient les enfants étaient une force, aidaient aux champs, aidaient pour les récoltes et tout ça. Et maintenant, il n'y a plus tellement d'agriculteurs, les gens habitent dans les villes, les femmes étudient. Et pour nous aussi, l'âge à la première maternité est tout près de 30 ans. Donc, effectivement, la notion de grossesse précoce, ça change. Les enfants demeurent chez les parents jusqu'à beaucoup plus tard, dans la vingtaine. Donc, c'est plus la même chose. Quand on parle de grossesse à l'adolescence, c'est un regard normatif qu'on pose aussi. D'accord. Tu veux rebondir? Non, dans la mesure où ce qui a été dit par Mme Migerel est tout à fait semblable à ce qui se passe en Guadeloupe. D'accord. Alors, on va parler de sexualité des adolescents, de sexualité à l'adolescence et d'éducation sexuelle saine. Alors, quand est-ce que ça commence tout ça? La sexualité, les émois, les... Quand est-ce qu'ils s'intéressent et les parents sont affolés aujourd'hui? La sexualité commence très tôt chez les enfants. Elle commence très tôt, mais les parents refusent d'accorder aux enfants leurs émois sexuels, comme tu dis. On ne voit pas. Alors qu'il y a quand même dans les soins de puériculture toute une sexualisation du corps, parce que ce sont ces soins de puériculture qui vont développer les zones érogènes des enfants. Les mamans, elles embrassent les enfants. Et avec raison, raison, parce qu'il faut que les enfants sentent leur corps, il faut que les enfants aient une sensibilité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les soins de puériculture? Par exemple, il y a une différence entre les garçons et les filles. Il y a le permis, il y a l'interdit. La mère va s'attarder sur le sexe de son garçon pour faire la prévention du phimosis. Et elle va le caresser un peu plus, alors qu'avec la fille, elle va vite laver rapidement le sexe de la fille, comme si c'était quelque chose de l'ordre de l'interdit. Mais il y a là déjà une mémoire de l'enfant qui va bien sentir qu'il y a une culpabilité par rapport à son sexe. Et puis... Qu'est-ce qu'on fait qu'on ne sait pas? Oui, mais c'est l'information. Oui, c'est important. C'est la première fois que je l'entends. Il faut une éducation populaire, il faut une information populaire. Il faut que les gens n'aient plus de réticence à rentrer dans les colloques, dans les congrès, pour écouter les choses. Ils sont invités à venir. C'est pour le grand public, ce n'est pas uniquement pour les professionnels. Et aujourd'hui, les professionnels, de plus en plus, parlent un langage que le grand public comprend et peut assimiler. Donc il ne faut pas hésiter. Alors je continue par rapport à cette différence
entre le petit garçon et la petite fille fait par la mère, puisqu'avant, les hommes ne pouvaient pas approcher le corps d'enfant. Le prétexte, c'était les grosses mains. Hein, ils étaient maladroits. Non, ça veut dire que la mère accaparait le bébé à elle seule. Hein. Il y a là quand même une fusion entre la mère et l'enfant durant les premiers mois. Et on n'y peut rien. On n'y peut rien, ce sera après quelque chose de l'ordre de la construction de la psyché de l'enfant. Hein. Tout se joue là. Donc, le petit garçon grandissant, on le voit bien, il pourra courir dans la maison sans slip. Hein. On voit les petits garçons sur la plage quand ils ont perdu leur slip, c'est pas un problème. Alors que les petites filles, on va les barder de vêtements très tôt. Hein. Il faut des slips, il faut des culottes, il faut faire attention. Voilà. Et puis, à 6 ans, hein, il y a cette période d'hypiène où la petite fille, bien sûr, va jouer un peu de la séduction du côté du père et va se mettre en retrait par rapport à la mère, et vice-versa. C'est-à-dire que, pareil, le petit garçon sera beaucoup plus dans les jupes de sa mère. Et ensuite, c'est le moment de latence. Mais déjà, les enfants commencent aussi à regarder, à toucher le bout des seins l'un de l'autre, à se découvrir. Là, il y a une période où les enfants vont se montrer. Les enfants baissent leur slip et montrent leur derrière. Hein, c'est-à-dire que je te montre mon corps, je transgresse un interdit. Surtout si cet enfant est issu d'une famille très cléricale, avec des règles strictes sur le corps. On ne se montre pas, on se cache, on se couvre, ça ne se fait pas. Alors. Exactement. Cette période cacaboudin est indispensable. Il faut l'accepter et il faut effectivement... non, il faut dire, ton derrière, il est joli, mais enfin, on l'a assez vu. Hein? On ne peut pas faire comme si on n'a pas vu. Cette histoire de ne pas voir, c'est ça qui va induire aussi la culpabilité. Et l'enfant va continuer de plus en plus, jusqu'à ce qu'on voit. Jusqu'à ce qu'on voit. Donc cette période cacaboudin, il faut l'accepter et faire avec l'enfant. C'est tout à fait normal. C'est son processus, là, d'érotisation qui va se mettre en place de façon normée. Moi, je ne parle pas de normalité. Pour moi, la normalité n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les normes, hein, les choses normées. C'est-à-dire qu'on est dans la légalité, on est dans le droit chemin de sa culture, dans l'acceptation. Parce qu'un être est avant tout un être de culture. Si on est hors sa culture, on est un étranger, on est alienus, c'est-à-dire le fou, l'étranger. Donc il y a des règles culturelles qu'on va respecter, mais on sait bien que l'interdit n'est posé que peut-être transgressé. Transgression de l'interdit est aussi nécessaire à la formation de soi. Donc, on avance en âge. Le petit garçon, lui, il sait qu'il peut avoir très tôt une sexualité permise. Puisque avant, la mère disait « Attachez vos poulettes, je lâche mon coq ». Hein, son garçon pouvait aller, ce qu'on appelle coqueter un peu partout, faire la cour aux filles, même très tôt tâter un peu de la fille. Chez vous aussi? Pas tellement, mais en fait, j'écoute Hélène et je suis toute ouïe. Je trouve ça extrêmement intéressant. Oui, mais Sylvie, c'est vrai, ça tu connais. Oui, ça, oui. c'est culturel. Oui, c'est dans l'anthropologie. Elle est sexologue. Moi, je suis anthropologue, donc c'est dans Non, mais l'anthropologie. peut-être qu'elle pourrait avoir ces mêmes référents au Québec où les garçons, tout est permis et les filles, fermez vos jambes, quoi. Ben, c'est évident que on est dans des sociétés patriarcales, c'est beaucoup plus permissif pour les garçons que pour les jeunes filles. Hein. Les jeunes filles, mais c'était pas dit comme chez nous. Non, pas de cette façon-là. Non, mais l'œil de l'anthropologue n'est pas l'œil même. Non, mais la culture populaire ici, les gens, les femmes le disent. Oui. Moi, chez Coq-Moi, mais souvent, on ne sait pas à quoi ça correspond. Parce qu'il y a deux choses, il y a deux explications à ça. Moi, j'ai poule-moi, moi, j'ai Coq-moi. J'ai lâché mon coq, attachez vos poulettes. Vos poulettes, c'est ça que vos féminins. Je lâche mon coq, mais ça veut pouvoir dire aussi, moi, femme phallus, porteur, parce que le phallus, c'est le pouvoir, hein, c'est pas le sexe, hein, c'est le pénis qui est le sexe, mais le phallus, c'est le pouvoir. La personne qui détient le pouvoir, c'est la personne phallique. Donc,
Moi, j'ai un phallus quand elle dit je lâche mon roc. Donc, j'ai un garçon. J'ai un garçon, mais j'ai un phallus, j'ai un pouvoir. Je peux ensemencer tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose de l'ordre de l'identification au masculin qu'elle annule. Enfin, bon, ça, c'est la psychanalyse. Hein. Nous rentrons dans la psychanalyse. Donc, cette petite fille, très tôt, elle saura que ses règles. Ces règles, quand elle a des règles, il y a des tas d'interdits. Et il faut respecter les interdits. Elle ne peut pas se baigner à la mer. Avant, c'était ça. Quand il n'y avait pas de femmes sportives, elle ne pouvait pas se baigner à la mer parce qu'elle devenait lade. Lade, ça veut dire lépreuse. Elle ne pouvait pas non plus manger des fruits acidifiés, acidulés, pas de pommes surettes, pas d'ananas. Ce sont des fruits qui font du mal. Donc là, elle était dans une période de fragilité. Quand elle cueillir des fruits. Voilà. Citron, voilà. Oui, c'est elle vrai. Faisait couler l'arbre. Elle allait tuer l'arbre même. Voilà. Donc elle est dans une période impure, l'impureté religieuse. Donc elle est dans une période impure, et même quand elle rentre dans une cuisine où les femmes font le chaud d'eau, c'est-à-dire le lait de poule, le chaud d'eau va tourner, puisque le chaud d'eau a de l'œuf. Pour la psychanalyste que je suis, c'est du non-non. Le dire, je suis dans mon affaire, quand j'observe comme ça ce qui se passe. Donc cette femme, elle est dans une période d'impureté. Et en Afrique, c'est pareil. Quand une femme a ses règles, elle ne peut pas traverser un cours d'eau où les bêtes vont s'abreuver. Si elle traverse ce cours d'eau et que les bêtes viennent boire après, le troupeau meurt. Donc là, il y a cette période d'impureté, mais ce n'est pas uniquement africaine. Hein, je trouve que c'est le catholicisme qui nous a porté les règles, l'impureté. On ne fait pas l'amour pendant ces règles-là. Hein, ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'interdit. Ça ne se fait pas. Et quand un homme demande ça à une femme, la mère de la femme lui dit, fais attention, il est bizarre. Cet homme ne t'aime pas. On ne fait pas ça pendant ces règles. On ne fait pas ça. Même si le ça ne se parle pas, mais il y a des petits mots comme ça qui s'en servent dans le discours entre mère et fille. Donc voilà, cette fille arrivée à l'âge de l'adolescence, elle sait qu'elle est adolescente, parce que ce sont ces règles qui sont le rite de passage de l'âge d'enfance à l'âge d'adolescence. Parce que dans les sociétés traditionnelles, il y a des rites de passage pour permettre aux personnes de s'identifier. Plus enfants, on rentre dans l'âge adulte, hein, par exemple chez les Maasai. En Afrique, il y a un maître, un gourou qui s'en va avec tous les adolescents de la tribu au fond des bois. Et ces jeunes personnes, qu'on appelle les moranes, vont être initiées à certains rites rituels, très douloureux. Et ils deviennent des hommes forts. Et quand ils rentrent, en sortant de ces bois avec ce maître, quand ils rentrent dans leur tribu, ils peuvent prendre femme. Hein? Il y a ce passage, ce rite initiatique qui va signer une différence. Et ça, c'est très constructeur. Chez nous, en Martinique, en Guadeloupe, les rites initiatiques n'existent pratiquement plus. Nous avons conservé des rituels, nous les avons transformés en rituels modernes et nous ne les identifions même pas en tant que rites. Mais c'est ce que j'allais dire, quels sont les rites? Donc, on a notre débat. Vous allez revenir. Vous allez rentrer dans les choses là. Donc voilà, les adolescents, le garçon, la fille. Le garçon sait qu'il peut sortir de la maison, il peut fréquenter une fille, et la fille sait qu'on... Non. La seule chose, la mère disait, en guise d'éducation sexuelle, elle disait, tu as tes règles, tu ne peux pas jouer avec les garçons. Hein, signifiant là qu'il y avait un danger, mais sans expliciter ce danger. Donc voilà. Et à quel moment on joue à touche pipi alors? L'adolescence, mais on joue à touche pipi en cachette sans le dire, bien sûr. En cachette sans le dire, avec beaucoup de culpabilité. Donc, et voilà. Alors, ces filles qui tombent enceintes à l'âge de 13 ans, ce sont des choses très particulières. Entre 13 et 15 ans, c'est vraiment une période, je dirais, où l'adolescente se retrouve en difficulté parce qu'elle n'est pas arrivée à une maturation psychique suffisante de l'âge adulte. Elle est encore dans son désir édipien. N'oublions pas, il y a une recrudescence du désir édipien
à l'adolescence, c'est pour les filles et pour les garçons. C'est-à-dire, et elle est en plein dans cette confusion entre cette volonté d'être regardée par le père et le conflit maternel. Et puis ne voilà-t-il pas qu'elle va se retrouver enceinte, mais pour plusieurs causes. Alors, à quel moment on éduque un enfant à la sexualité sainement? Puisque là, on a, Hélène nous a dressé un tableau qui est culpabilisant. Oui, avec le sexe. Oui, moi je trouve. C'est ça que. On est coupable, on a peur. On a peur, la peur, l'interdit. Ben, dès le plus jeune âge, je dirais, parce qu'en fait, si on veut que l'enfant parvienne à s'approprier son corps, à se construire une image de soi, ben il faut l'accompagner dès sa tendre enfance. Évidemment, à partir du moment où on interagit avec lui, on peut lui expliquer des choses, on peut modeler des comportements. Donc, dès le plus jeune âge, si on commence à 13 ans en se disant « Ah, voilà, la puberté arrive, c'est le temps de débuter », il est trop tard, on est passé à côté de plein d'opportunités. On revient, marche en arrière, on était là dans des soins de nursing, on le baigne, on le caresse, on le touche, tout est beau, tout est merveilleux. Et comment on progresse avec lui? On progresse avec lui. C'est pas moins conseil, hein? Alors il faut que tu nous donnes des conseils. Des conseils très appliqués. Très appliqués. Il faut essayer d'aborder la sexualité à partir du point de vue de l'enfant et non pas avec notre tête d'adulte et vouloir lui transmettre ce que nous, on croit qu'il doit nécessairement savoir. C'est-à-dire qu'à 4 ans, un enfant n'aura pas les réflexions qu'on a comme adulte avec notre expérience d'adulte. Donc, il faut vraiment être à son niveau et quand il pose une question, quand il se produit un événement... Comment on fait les bébés? Question. Par exemple? Comment on fait les bébés? Comment tu sais que tu attends un bébé? Ben, j'imagine que le petit garçon ou la petite fille peut poser cette question-là parce qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui annonce qu'ils ont un enfant ou qui voit une femme dont le ventre est rebondi. Ben, on lui dit que c'est un homme et une femme, parce qu'à cet âge-là, on ne va pas commencer à entrer dans la fertilisation in vitro et les couples de même sexe nécessairement sur le processus de procréation. C'est bien trop compliqué. Ça existe, mais on lui expliquera plus tard. Ben, on lui dit que c'est un homme et une femme qui s'aiment et qui décident d'avoir un enfant. Donc, on garde ça plus simple parce que, en tout cas, selon moi, puis on pourra en discuter, on n'a pas non plus à un enfant de 4 ans commencer à lui parler de violence sexuelle et tout ça. Ça arrive, on va en parler plus tard dans une optique de prévention, mais on garde ça simple parce que ce qu'il veut savoir, c'est comment un bébé tel qu'il le connaît peut entrer dans le ventre de quelqu'un. C'est ça qu'il veut savoir. Oui. Il ne veut pas savoir toute la logistique derrière l'acte. Ils ont des questions très simples. Donc, on garde ça simple à son niveau et on voit si la réponse suffit ou si c'est un jeune très allumé qui a besoin de compléments d'informations, on le suit. Tu ne m'as pas dit, je suis la petite de 6 ans qui te demande comment on fait pour faire un bébé, comment on fait pour que le bébé rentre dans le ventre? En fait, c'est difficile à donner une réponse unique parce que chaque famille... C'est ça, chaque enfant est différent et il y a des valeurs qu'on veut transmettre. Donc, j'imagine que chez certaines familles, la notion d'amour, d'engagement va être plus important et c'est ce qu'on va vouloir transmettre aussi, qu'un enfant, ça se fait dans un contexte d'union, dans un contexte de mariage, alors que pour d'autres, ça va être moins important. Si, je ne sais pas, chez nous, il y a beaucoup de mères monoparentales. C'est un enfant qui est dans une famille et qui dit « Mais comment j'ai fait pour aller dans ton ventre, pour être dans ton ventre? » Comment? C'est ça la question. Par exemple, je peux prendre mes enfants, donc mes propres enfants, quand elles grandissaient et qu'elles me posaient ces questions-là. Moi, je lui disais, quand moi et ton père, on a décidé qu'on était prêts, qu'on se sentait suffisamment adulte pour accueillir un bébé, on s'est aimés. On était nus et on a fait un enfant. Donc, je ne suis pas allée dans les détails graphiques. Je pense que ce n'était pas nécessaire. Et donc, ils comprennent que c'est un acte intime, donc 2 adultes nus, et qui en est résulté un bébé. Mais ça, c'était peut-être plus jeune. Et au fur et à mesure, là, ils vont entendre des bribes d'informations et je vais pouvoir compléter l'information. Donc, quand il va être plus vieux, oui, il y a une pénétration. Donc, le pénis du monsieur et le vagin de la dame. Mais, on garde ça très simple et quand ils évoluent, on complémente. D'accord. Alors, je voudrais rebondir dessus parce que les enfants entendent des ébats des parents bien souvent. Entendent? Oui.
Waouh! Par n'ont pas conscience comment un enfant peut se lever et venir écouter à la porte des parents encore. On croit toujours qu'un enfant reste dans sa chambre, dans son lit, et les enfants quelquefois entendent des soupirs, et les enfants se disent mais qu'est-ce qui se passe là? Et c'est vrai que très tôt il faut dire à un enfant, on fait un bébé en faisant l'amour. En faisant l'amour, ton père et moi, ou mon compagnon et moi, on s'aime, on fait l'amour. Et à deux, on fait un enfant, mais c'est moi qui vais porter l'enfant dans le ventre. Parce qu'un enfant à 4 ans ne sait pas ce qu'est un utérus, ne sait pas que... Mais l'enfant sait déjà ce qu'est un sexe, parce qu'il va regarder son sexe quand il fait pipi, il va regarder le sexe d'une autre petite fille, et il sait qu'il y a déjà une différence de sexe. Et souvent, on l'a ignoré, ça. On pensait qu'un enfant ne regardait rien, ne savait rien, n'avait aucune connaissance. Ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, les enfants regardent des personnages à la télé, ils regardent les animaux, et les animaux font l'amour. Bien sûr. Et les enfants se posent des questions. Donc si les parents disent, nous on fait l'amour, nous sommes deux, il faut être deux pour faire un enfant, on fait l'amour, et puis maman porte, et puis l'enfant se nourrit dans le ventre de maman, l'enfant sort, et voilà. L'enfant, à 4 ans, on n'a pas besoin de plus d'explications que ça. L'enfant comprend très bien. Et quand l'enfant va dire, mais moi aussi, et je peux, si c'est un petit garçon, non, parce que tu n'es pas une fille. Les filles portent. Les garçons et les filles se mettent ensemble pour faire. Mais ce sont les filles qui portent. Des choses très simples, les enfants comprennent ça. Mais les enfants entendent. Et les enfants disent parfois, mais j'ai entendu du bruit dans votre chambre. Ou bien les enfants rentrent dans la chambre, les parents n'entendent pas. J'ai entendu du bruit. On dit oui. Alors on rigole, c'est le plaisir. On est content d'être ensemble. Ah, c'est beau ça. Et on a dit la vérité. On a dit la vérité. Et l'enfant, bon. Ça lui suffit. Alors, on va entendre on a fait un micro-trottoir et on a demandé aux gens s'ils parlent sexualité à leur enfant. Alors, on va voir ce micro-trottoir et vous allez entendre les réponses. Aux enfants? Non. Pourquoi? Les enfants sont assez grands. Et lorsqu'ils étaient plus jeunes? Non, je n'aurais jamais parlé de ça. Pour quelle raison? Aucune idée. Qui prenait en charge la contraception? Qui s'occupait de ça? C'est vous, monsieur? Moi, Monsieur ne s'en préoccupait pas? non. Avec qui parlez-vous sexualité? Avec vos parents, avec vos amis? Avec qui abordez-vous cette thématique? Le plus souvent, c'est avec mes amis. Avec mes parents, pas trop, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis, c'est plus avec les amis, parce qu'on peut, déconner, on peut délirer des sujets et tout. Et aussi avec la famille. Enfin, la famille plutôt cousine, cousin, pas vraiment avec les parents. Et puis voilà, ça dépend vraiment des personnes avec lesquelles on sait qu'on peut en parler. D'accord. Et que pensez-vous de l'accès facile, enfin aisé, des images à caractère pornographique sur Internet? Quelles peuvent en être les répercussions selon vous? Eh bien, ce serait plus pour les jeunes. Après, c'est chacun qui en prend sa responsabilité. C'est-à-dire que, par exemple, il peut y avoir des gens qui, quand ils voient ça, ils sont intéressés et tout. Il y a d'autres, ils ne savent pas ce que c'est. Du coup, ils vont s'intéresser, mais après, enfin oui, c'est surtout pour les jeunes que ça peut avoir des répercussions. Quel genre encore des répercussions Ils peuvent être choqués, par exemple, penser que c'est comme ça dans la vraie vie alors que ce n'est pas du tout le cas. Ou bien avoir... Parfois, il y a des trucs vraiment violents, ils peuvent vraiment avoir envie de recopier alors que c'est pas comme ça. Et le plus souvent, ces scènes-là sont très exagérées et ils peuvent... Bon, c'est très compliqué donc. Dernière question, parlons contraception. Chez les jeunes, à votre avis, qui prend en charge la contraception? La jeune fille ou le jeune homme? Les deux, normalement, mais c'est plus l'homme. En fait, la fille va inciter l'homme, mais c'est plus l'homme qui prend ses dispositions. Et après, c'est chacun. Monsieur, avec qui parlez-vous sexualité? Je sais pas, avec les amis, justement, voilà. Peut-être un peu, rarement la famille, je pense. On va dire... Pourquoi? C'est difficile d'en parler avec la famille? Je sais pas, c'est pas un sujet qu'on aborde de manière automatique. Tu vois, avec sa mère,
son père dit comme ça, voilà, c'est pas quelque chose qui vient naturellement, donc on ne le fait pas, donc voilà, c'est ça. Que pensez-vous des images à caractère pornographique que l'on trouve en libre accès sur Internet? Est-ce que vous savez que ça, selon vous, ça peut avoir une répercussion sur la sexualité de ceux qui la regardent? Ah ouais, non, mais franchement, là, c'est la génération porno, ouais, déjà de base, franchement. Bon, déjà, c'est Internet, donc le porno est partout. Ça, après, pour les jeunes et tout le reste, ça, c'est les parents de faire leur travail. Mais ouais, ça crée une génération qui, justement, s'identifie, qui pense que le sexe, le porno et le sexe, c'est un peu la même chose, c'est la réalité, alors que ça ne se passe pas forcément de la même manière, qu'il y a des choses, des pratiques et autres trucs qui ne se font pas ou qui se font, mais de manière différente, voilà, et puis voilà. Mais que oui, la génération de maintenant est un petit peu élevée par le porno et tout ce qui va avec, voir que c'est facile de check une chou comme ça, voilà, et puis ça se passe rapidement, voilà, et puis après ils sont tentés de flammes chaudes et tout ce qui va avec, voilà. Dernière question, c'est sur la contraception. Dans les couples de jeunes, qui prend en charge la contraception? Je sais pas, moi je pense que c'est plutôt un truc au début, je pense que c'est pour les préservatifs, bon c'est le gars qui gère, voilà. Et ben, par la suite c'est un truc qui se fait ensemble, voilà, discussion, qui est-ce qui va acheter les trucs, ou si la fille prend la pilule ou pas, voilà, c'est une histoire de communication je pense. Voilà. Ouais. Monsieur, parlez-vous sexualité avec vos enfants? Oui. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que c'est important? C'est important, hein. Tout jeune, j'ai parlé de la sexualité avec eux. Ouais. Pourquoi vous avez voulu le faire? J'ai pensé que c'était à moi de le faire, c'est pas aux autres. Surtout que les autres ne sont pas obligés de le faire convenablement, comme moi je veux le faire. Dans votre couple, qui prend en charge la contraception? C'est vous ou madame? Les deux. On en parle les deux. Hein. Ouais. Que pensez-vous des images à caractère pornographique qui circulent très facilement sur Internet? Quel est votre point de vue là-dessus? Bon, enfin, comment on va dire ça? Vous savez que c'est la nouveauté, et puis nous-mêmes, on ne peut pas le gérer nous-mêmes. Donc eux qui arrivent derrière, ils ne sont pas obligés de voir le pour et le contre dedans, puisque même il y a des grands qui font des bêtises dessus. Et c'est parce que les grands font des bêtises dessus qu'eux, ils suivent. Donc voilà. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord, on est revenu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Très diversifié, en fait. Il me semble que d'une vidéo à l'autre, d'un témoignage à l'autre, il y a des choses différentes. Ce qui semble se dégager, c'est que la contraception, c'est quelque chose de partagé, du moins ici, d'après ce qu'on a entendu. Donc, les garçons, les filles discutent ensemble pour assurer une protection efficace. J'étais pas sous cette impression-là, d'après les données, d'après ce que j'avais pu lire. J'avais l'impression que c'était davantage l'affaire des filles, que c'était une responsabilité plus féminine. Donc ça m'a surpris. En ce qui me concerne, je trouve que il est dit dans ces reportages que la prise en charge de cette chose se fait entre pairs, c'est-à-dire les filles entre elles, les garçons entre elles, et vraiment de façon accessoire les parents. Cet homme, ce qui est intéressant dans son interview, c'est qu'il dit « je m'occupe de cela parce que je saurais le faire autrement que les autres ». C'est ce que je retiens de très positif. Il semble être un homme responsable. Il estime que l'éducation, c'est une éducation à la sexualité, elle fait partie de l'éducation. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que les parents qui nous écoutent doivent savoir que c'est une éducation à la sexualité et que c'est à eux d'en parler, et pas comme le jeune homme qui dit nous, on ne parle pas de ça à la maison, ça ne se fait pas, c'est pas... Oui, monsieur, entre ce qui se dit et ce qui se fait, il y a quand même une distance. Il faut savoir que les parents ont quelques réticences à parler de sexualité avec leurs enfants. Les pères le font sous forme de rigolade, expliquent aux garçons, ah oui, tu verras, mais sous forme de rigolade. Ce n'est jamais une position assise, un grand sérieux, en parlant vraiment de ces choses. Et avec les jeunes filles, c'est très difficile pour les mères d'aborder le sujet. Il faut que les mères soient déjà informées, que ce soient des mères suffisamment libérées. En plus, je dirais que
quand on n'a pas réglé soi-même le compte de sa propre sexualité, il faut éviter d'en parler parce qu'on en parle mal, avec beaucoup de culpabilité. Et la culpabilité passe même à travers le non-dit. Donc, oui, l'éducation sexuelle se fait à l'école de plus en plus. Mais s'il y a un décalage entre ce qui se dit à l'école et ce qui se comprend à la maison, l'enfant automatiquement sera un petit peu déphasé entre les deux. Concernant le moyen contraceptif, il est très difficile pour une mère antillaise de dire à sa fille « As-tu besoin d'une contraception ?» Si elle le dit, ça veut dire que sa fille est arrivée au niveau de maturation sexuelle acceptable et que la fille est en position de rivalité avec elle. Rivalité, carrément. Reconnaître que sa fille a une sexualité, c'est ne plus lui accorder un statut d'enfant, c'est lui permettre de grandir. Aujourd'hui, où il y a un enfant neuf par femme, où effectivement l'éducation se gère autrement, où les jeunes filles ne sont pas aussi émancipées qu'on voudrait bien le croire, à part un petit groupe qui se vante entre groupes. Bon, on parle de choses avec beaucoup d'exagération. De façon générale, les mères antillaises ne sont pas encore prêtes à dire à leurs filles de 16 ans: je t'emmène chez un gynécologue et on verra si tu veux la pilule ou quel autre moyen contraceptif. C'est vrai que pour la jeune fille, c'est beaucoup plus, ce sera beaucoup plus la pilule parce qu'il faut quand même avoir déjà une sexualité pour mettre le stérilet. Mais il n'y a pas de stérilet pour les nullipares, on en parlait. Oui, mais c'est une introduction de le corps de la jeune fille quand elle n'est pas encore vraiment habituée à l'acte sexuel. Elle va sentir que la chose la pique. Ah non, le problème, je le connais. Elle va sentir que la chose la pique, elle va toujours avoir peur que ça s'en aille. Enfin, elle sera dans une angoisse pas possible. Comme les femmes adultes. Oui, alors pour les femmes adultes, c'est encore plus compliqué que ça. Donc, voyons, on parle de jeunesse, mais à l'âge adulte, c'est pas simple non plus quand on est issu d'une culture avec ses normes. Donc, la pilule, mais les gynécologues le disent bien, la pilule ne suffit pas, il faut encore le préservatif parce qu'il y a des maladies sexuellement transmissibles et ce n'est marqué sur le front de personne, quel que soit le statut social des individus. Donc, la pilule va protéger d'une grossesse non désirée et le préservatif va protéger des maladies sexuellement transmissibles, dont le sida. Je veux dire, on ne peut pas commencer sa vie sexuelle quand on est là, une jeune fille, quand on regarde les jeunes filles d'ici, elles sont belles, elles sont appétissantes, elles sont craquantes. On ne peut pas commencer sa vie sexuelle avec une maladie sexuellement transmissible. Même une hépatite, ça s'attrape par le sexe. Donc, on n'a pas le droit de maltraiter son corps, parce que c'est une maltraitance que de ne pas protéger son corps et de ne pas se protéger. Alors que les garçons, eux, ils ont la possibilité d'avoir le préservatif. Alors, je profite pour dire que le préservatif au féminin ne passe pas. C'est-à-dire que les filles n'acceptent pas le préservatif mais c'est comme une vache, c'est tellement gros ce féminin. C'est pas quelque chose de discret quand même. C'est pas difficile. Il faudrait encourager parce que l'avantage du préservatif féminin, on peut le poser 48 heures à l'avance. Oui. Donc on ne sait jamais. Je veux dire que quand on rencontre quelqu'un qui plaît ou son ami, on est dans une boîte de nuit, on est là dans un zouk lodge, on a envie aussi de quelque chose, on n'est pas obligé, donc on est déjà prête, on est déjà préparé. Je veux dire que l'acte sexuel peut se programmer, ce n'est pas un événement, c'est pas événementiel, je ne sais pas si ça va m'arriver, donc non. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il y a une espèce de domination masculine qui impose ses propres lois dans la sexualité. Ça veut dire que certains garçons, à travers leur conduite ordalique, ne vont pas mettre de préservatif.
masculin et la fille ne va pas imposer le préservatif masculin. Je profite pour dire aux jeunes filles et même aux jeunes femmes, je profite pour leur dire que même si vous avez la pilule, vous êtes sous moyen contraceptif qui est la pilule, et qu'un garçon ou un homme ne veut pas mettre le préservatif masculin, vous devez refuser cet acte sexuel. C'est bien ça, refuser. Parce que souvent, comme les filles ne sont pas habituées à parler du sexe, elles ne vont pas imposer leur propre volonté. Elles seront à ce moment-là dans une espèce de soumission par rapport à la volonté du masculin. Ce n'est pas le masculin qui porte les bébés. Et même si il n'a pas de maladie sexuellement transmissible, ça ne vous regarde pas, vous n'en savez rien, il ne vous a pas présenté de papier comme quoi il a fait un examen de sang qui date de moins de 3 mois, s'il a eu un rapport sexuel avec quelqu'un la veille et que les choses n'étaient pas couvertes, vous ne savez pas ce que vous pouvez vous avoir. Donc, il faut refuser l'acte sexuel, trouver la force et le courage, ne serait-ce que dans la fuite. Hein, on peut se lever rapidement et partir en courant. Hein, ainsi, on ne peut pas parler de ça, parce qu'il y a pas, ce n'est pas un acte sexuel forcé, c'est un acte sexuel décidé par deux. Donc, mais si vous n'avez pas la force, vous êtes amoureuse, vous êtes un petit peu sous dépendance, ayez dans vos sacs, mesdemoiselles, mesdames, des préservatifs masculins et proposez le préservatif masculin, même dans un baiser, hein, vous retirez la pochette et vous enfilez à votre partenaire le préservatif masculin avec des gestes doux. Ce sont déjà des prémices à l'acte sexuel. C'est très bien comme information. On n'avait pas prévu, mais l'émission, elle évolue comme ça. Et c'est bien de le dire. Un conseil. Un conseil. Merci, Hélène Migerel, d'avoir retenu un conseil. Les filles, d'autant plus que Sylvie. les infections transmissibles sexuellement sont des risques importants pour la fertilité future. Donc, effectivement, il faut protéger sa santé reproductive. Il faut exiger le condom, le préservatif, comme vous l'appelez ici. Bon. Puis il y a eu des pubs super mignonnes, en fait, qui ont été faites en France, justement, sur des jeunes femmes qui enfilaient le condom féminin plusieurs heures à l'avance pour être bien préparées. Ce sont des documents que nous, on utilise aussi au Québec. Nous aussi, le condom féminin n'est pas très apprécié. Mais il est bizarre, quand même. Il est surprenant après la barre, mais il y a quand même plusieurs avantages, dont celui de protéger aussi toute la vulve parce qu'il est plus grand, donc il peut protéger contre, par exemple, herpès ou autre. Donc c'est quand même, ça vaut au moins la peine d'essayer et de voir comment on se sent. Peut-être que le premier coup d'œil est moins intéressant, mais qu'à la longue, ou après 1 ou 2 fois, peut-être que les jeunes femmes vont être convaincues. C'est vrai que ce type d'intervention nous montre la question de l'estime de soi, le respect de son corps, le respect de soi et du corps de l'autre. Et étant donné que je m'occupe des formations sanitaires et sociales, c'est à ce titre que je suis venue à l'Âme d'Or. Je constate, en entendant tout ceci, qu'il faut vraiment sortir d'émotions dans la relation sexuelle et être vraiment dans quelque chose d'assumé. Hein, donc assumer son désir en fait, assumer ses besoins. La sexualité est un besoin. Les parents doivent expliquer aux enfants que c'est un besoin comme manger, dormir, boire. Et donc si c'est un besoin, il faut programmer l'organisation de ce besoin. C'est ce dont il s'agit là. Hein, je m'organise, j'ai un besoin, je m'organise, cela ne me tombe pas comme ça du ciel. Cela n'est pas du tout quelque chose d'événementiel, c'est quelque chose qui s'inscrit dans mes besoins, dans ma trajectoire de vie. Et donc, je pense, là, je suis en train de penser à un proverbe créole qui dit « Les ou savent, c'est toutes, mais l'eau pas savent, ça mauvais ». Et prendre... Quand tu sais. Voilà, lorsque tu sais, c'est une bonne chose, c'est même très bien pour toi parce que tu peux organiser ta vie de façon programmée, donner sens à ce que tu fais. Et lorsque tu ne sais pas, tu es toujours dans
tu ne sais pas ce qui va te tomber dessus en fait. À la merci, Voilà, hein. tu as la merci du hasard, à la merci de l'autre. Tu ne prends pas ta vie en main. Et la sexualité de l'adolescent, la sexualité de l'être humain, c'est s'assumer en tant qu'un être, un sujet humain, un sujet qui désire aussi, qui désire s'inscrire dans une relation de plaisir. Madame Michelet nous parlait de plaisir, et aussi dans un désir aussi de procréer, si l'on souhaite. Voilà. Voilà. Et de protéger cette procréation, Voilà. puisqu'on sait que les chlamydia, tout ça, Voilà. eh ben, c'est des années après qu'on se retrouve avec des trompes bouchées, tous les Voilà. problèmes Voilà. qui en découlent. Puis les laboratoires qui confectionnent les préservatifs, eh ben, peuvent avoir un peu de créativité quand même, parce que les jeunes aiment bien les choses nouvelles, c'est-à-dire faire des préservatifs roses avec Ça des petits existe déjà. tatouages, Fluo, des verres, des... Oui, menthe, parce chocolat, que... mais oui, mais il y a oui. de tout, hein. Et puis... Et en plus, les gens qui disent qu'ils sont allergiques, il en existe des hypoallergéniques aussi. voilà. Pour les Donc, femmes enceintes, oui, il en voilà. existe des On n'a hypoallergéniques. que le choix, on n'a que l'embarras du choix. Et c'est vrai que si une jeune femme décide de procréer, admettons, à l'âge de 24-25 ans, elle a 18 ans, elle part faire ses études. Et elle se dit, bon, peut-être qu'au préservatif, la pilule, il y a aussi l'implant. L'implant qui se met sous la peau et qui ne représente, au dire des spécialistes, aucun danger. Et à un moment donné, on peut tirer son implant avant un an, enfin pas avant un an, le désir de procréation, on l'enlève et puis on peut être disposé à recevoir un enfant, porter une grossesse et Alors, aller à la maternité. Les jeunes, on parlait de pornographie. Aujourd'hui, quel est je dis besoin, peut-être que ce n'est pas le terme, de se montrer sur Internet comme ça? Je suis affolée par ces jeunes filles qui sont traumatisées, qui vivent des choses dramatiques. Une fois des photos publiées sur Internet, comment on ne sait pas résister à cette monstration? Il y a un processus. Vous savez que tout à coup, nous sont arrivés, nous autres de la Caraïbe, des flots d'images que nous ne comprenions pas, que nous n'arrivions pas à maîtriser. Mais comme ça va très vite dans la modernité, le phénomène d'imitation, on est dedans. Mais ce n'est pas une question de phénomène d'imitation. En premier lieu, au premier regard, on pourrait penser que la pornographie, là, chez les jeunes, est un phénomène d'imitation. La première chose, c'est que nous sommes une société dans l'image. Même aujourd'hui, pour donner 10 € de façon caritative, il faut une caméra. On donne, mais il faut une caméra. On est dans la société de l'image, monstrare, se montrer. Donc, il y a là cette volonté d'être actrice X. Actrice porno. Oui, ça existe, ça faux, avec sa perle noire sur la langue. Donc, oui, c'était une actrice porno très connue quand on a commencé à montrer des images pornographiques. Oui, avec sa perle noire sur la bouche, sur la langue. Ici, il n'y avait pas encore de piercing sur la langue. Donc, se montrer et être actrice X. On est dans une société de l'image. La télévision, c'est quelque chose de très alléchant. On n'a qu'à voir la déferlance qu'il y a sur les selfies. On se prend en photo avec les gens, on se prend en photo, on est dans une espèce de narcissisme exacerbé. Donc, on est actrice X, mais il faut un couple. Un couple voyeur-exhibitionniste. La fille est exhibitionniste, celui qui filme est le voyeur. Celui qui filme est souvent un petit copain, un ami, et il y a une entente préalable ou non. S'il y a une entente préalable, ça va partir sur les réseaux sociaux et la fille va plus ou moins assurer jusqu'à ce que la parentèle, ses parents, découvrent son image. Tant que la parentèle n'a pas découvert d'image, il y a une connivence avec son copain voyeur, elle est l'exhibitionniste, ça peut marcher, elle est actrice, d'une façon ou d'une autre. Mais seulement voilà,
Quand les parents découvrent leur fille sur un site pornographique, ça ne se passe pas comme ça. Deuxième chose, le piège. Elle est tellement assujettie à ce copain, elle veut lui faire plaisir, elle accepte de poser dans des attitudes très suggestives, mais il n'est pas dit, cette parole n'est pas dite, elle n'est pas prononcée, que ces photos iront sur Internet et dans les autres tablettes des copains de lycée. Elle est piégée. Et quand elle se rend compte de ça, c'est la méconvenue, c'est la mésaventure, et elle dit, c'est la déconvenue, et elle dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon image. Alors, sa bonne foi, mais oui, elle est garantie d'une bonne foi, puisqu'elle n'a pas donné l'autorisation de diffusion. Mais ça s'est diffusé quand même. Mais au fond d'elle, elle sait que c'est elle. Mais c'est un moyen de défense. Alors, ça a des conséquences quelquefois dramatiques, parce que tous les garçons se passent des photos, les filles sur leur téléphone portable, et elle devient un peu la risée du lycée. On la bouscule, les autres filles l'insultent, enfin, elle est mise à part. Mais sur le plan psychologique, qu'est-ce que ça veut dire qu'une jeune fille soit exhibitionniste? Ça veut dire tout simplement qu'elle est là, encore dans cette période édipienne, et que ce nu est destiné à son père. Et elle veut, de façon inconsciente, bien sûr. Elle veut de façon inconsciente que son père la voie nue et qu'il ait un quelconque désir en portant le regard sur sa féminité. Elle est une femme désirable et elle voudrait être désirée par son père. Mais elle ne le sait pas elle-même que ce nu est destiné à son père. Et là, vraiment, des parents qui sont paniqués réagissent mal. Alors, quand les premières jeunes filles qui ont eu... Parce qu'il y a eu des tentatives de suicide, il y a eu... Ah oui, mais les premières jeunes filles qui se sont retrouvées dans cette situation, où elles ont été expédiées pour un parent en métropole, les parents voulant la faire disparaître de l'île, c'est-à-dire que... Ah oui, c'est la honte, hein. Il y a un film, vous avez vu le film Amour, sexe et jeunesse que j'ai réalisé, où une mère dit « mais si ça m'arrive, je me sentirais mourir ». Et une autre dit « c'est que je suis passée à côté de l'éducation de mon enfant parce que mon enfant ne respecte pas son corps. Il n'a pas la valeur de ce qu'est son corps ». Donc, les parents n'acceptent pas du tout. C'est nouveau, et puis c'est l'échec pour eux. C'est l'échec. Donc, cette jeune fille, acculée à cette situation, elle va à ce moment-là vouloir disparaître parce qu'elle n'avait pas pris la vraie dimension de cet acte. C'est une exhibitionniste quand même, hein. Donc, elle n'avait pas pris cette vraie dimension. Elle va effectivement passer à l'acte où elle réussit son suicide, où elle a une tentative de suicide, une thèse. Dans tous les cas, cette jeune fille doit être suivie par un psychothérapeute. Voilà. Les parents pour essayer elle-même de se sortir de ça, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé là à son niveau, et pour essayer de reconstruire sa vie. Parce que la vie n'est pas finie quand même pour une jeune fille, parce qu'il y a des jeunes filles très intelligentes qui se retrouvent dans des situations comme ça. Donc la vie n'est pas finie, il faut qu'elle reprenne espoir et qu'elle se reprenne en main et qu'elle comprenne les tenants de cette chose qui leur a permis de cheminer jusqu'à cette démonstration pornographique. Et est-ce que ce n'est pas un retour de bâton sur ce qu'on enseigne aux enfants? Ton corps t'appartient quand ils sont petits, ton corps t'appartient. Est-ce qu'après, mon corps m'appartient, donc je suis libre de faire ce que je veux? C'est intéressant comme questionnement, mais je pense que c'est... En fait, pour nous, on a aussi beaucoup le phénomène du sexting qui doit être aussi très présent ici. Donc, les jeunes s'écrivent, en fait, un garçon, une fille se fréquentent et communiquent entre eux via téléphone, donc s'envoient des messages érotiques, des photos, mais dans un échange vraiment amoureux. Donc, avant, on s'écrivait des lettres enflammées, on se faisait des cassettes de chansons. Maintenant,
on est dans autre chose, on est dans un autre mode de communication. Et effectivement, comme Hélène le disait si bien, c'est toute la question du paraître, de la mise en scène. Et on souhaite être différent des autres, on est unique, on veut que les gens reconnaissent notre caractère unique. Donc, les frontières sont toujours poussées aussi un peu plus loin. Et donc, il y a effectivement échange de photos érotiques, mais qui sont toujours destinées à l'autre. Jamais dans l'idée que ça va se retrouver partout. C'est pour notre partenaire, c'est parce qu'on l'aime. Et quand on s'engage, les jeunes filles, surtout dans une relation, les jeunes garçons aussi amoureuses, c'est pour la vie. C'est grand, c'est phare. On réfléchit moins, ou en fait, à après. À qu'est-ce qu'il y a autour, à la finitude de cette relation-là. Et donc, on n'imagine pas que l'autre va donner à ses copains, va diffuser sur Facebook, va se servir de ça. Et donc, est-ce que c'est parce qu'on a dit aux jeunes « ton corps t'appartient » Je crois pas. Je pense que c'est parce qu'on leur a pas suffisamment dit que ce matériel-là n'est plus notre propriété une fois qu'on a fait envoyer et qu'il est rendu chez l'autre. Donc, moi, je ne crois pas que c'est parce qu'on leur a tenu ce discours-là. Je crois que c'est parce qu'on les a pas suffisamment éduqués sur les dangers du numérique aussi vis-à-vis tout ce qu'on peut publier. Et lorsqu'on dit ton corps t'appartient, ce qu'on dit n'est pas toujours la réalité. Il faut habiter la parole. Et pour habiter sa parole, il faut aussi que les parents aient un discours et un comportement cohérent par rapport aux enfants. Premier point. Et puis deuxièmement, pour dire ton corps t'appartient, il faut que toi-même tu aies conscience de ton corps. Les professionnels qui le disent aux enfants, il faut peut-être qu'ils fassent aussi un travail sur eux-mêmes par rapport à leur propre corps quand ils s'adressent aux adolescents, pour leur dire ton corps t'appartient. Je pense qu'il faut se méfier des phrases toutes faites comme ça. Elles sont peut-être nécessaires pour aider l'enfant à prendre conscience, mais il faut habiter sa parole. Et pour habiter sa parole, il faut faire peut-être un travail sur soi-même, sur sa mémoire, sur comment on se vit dans son propre corps aussi. D'accord. Eh bien, on me fait signe que le temps qui nous était imparti est arrivé à ce terme. Moi, je serai restée avec vous toute la matinée. Merci Sylvie Lévesque du Québec pour cette émission. Merci de ta visite. C'est le pays des revenants. Reviens quand tu veux. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci. Sylvie Champrobert, merci aussi d'être là. Merci pour tout ce que vous faites, puisqu'il y a des formations, il y a tout ça. On n'a pas eu le temps trop d'en parler. Mais comme tu es plus près, quand tu reviens en Martinique, avec plaisir, tu m'appelles, tu me dis, et on continue cette émission. Et merci Hélène Migerel pour toute cette compréhension de nous-mêmes que tu nous as donnée aujourd'hui. Et tu reviens aussi. Tu l'as plus souvent, toi, tu m'as dit, j'ai retenu, le mois prochain. Je viens très souvent. Je suis très souvent en Martinique. On prend rendez-vous pour le mois prochain pour continuer la conversation. Oui, mais je dois dire aux parents que quand ils se retrouvent devant une situation difficile, de ne pas hésiter à venir demander conseil aux spécialistes et aux experts. Messieurs, mesdames, on vous recevra. Alors, c'est gratuit dans les CMP, les centres médico-psychologiques, et dans chaque commune, il y a un centre médico-psychologique où il y a psychiatre et psychologue. N'hésitez pas à demander conseil et surtout, parler de vos difficultés. Et c'est pas un gros mot, psychiatre et psycho. Pas du tout. Merci beaucoup à Manuela pour le micro-trottoir. Merci à Priscilla et Karen pour la réalisation. Cette émission sera rediffusée vendredi matin de 9h à 10h. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir, merci. Merci.